C'est vrai que la viticulture était une des dernières filières, une rare filière, à être restée très fortement ancrée encore sur la logique de production, alors que c'est à nous de nous former aussi pour parler aux consommateurs d'aujourd'hui, de demain. Un certain nombre de professionnels pensent encore que le vin concurrence le vin. La réalité, c'est qu'en fait, le vin est concurrencé par les boissons, par les sodas, par les cocktails, par les spiritueux, par les ready to drink, voilà, c'est toute cette catégorie qui est en train de se réinventer. L'hubris, on va dire, le risque qui est toujours là, de dire quand nous sommes au sommet, parce qu'aujourd'hui il y a peu de régions viticoles hors Champagne qui est à ce niveau de valorisation collective, il y a toujours cette tendance à dire que nous avions raison, donc il n'y a pas de remise en cause possible. Dans les grands crus bourguignons, il pourrait y avoir un risque potentiellement de se détacher de son consommateur ou de cette image qui a fait la force aussi de cette région. Bien, bonjour Pierre-Jérôme, Bonjour Juliette. je suis ravie de vous avoir avec nous sur le podcast de Zola pour parler d'un sujet qui me tenait à cœur, qui est la coopérative, puisque vous êtes directeur de l'Alliance des vignerons de Bourgogne-Beaujolais et membre du directoire de la Compagnie de Burgundie. Tout à fait. Donc, ce qui regroupe en tout 7 caves, enfin en tout cas 7 entités différentes. Alors, d'abord, j'aimerais que vous nous présentiez évidemment votre rôle et puis cette structure, parce que c'est une structure assez particulière. Quand on pense coopérative aujourd'hui, on voit souvent un outil de production au sein duquel des vignerons se sont regroupés pour mutualiser un certain nombre de choses. Mais vous, c'est beaucoup plus large que ça, puisque vous mutualisez aussi toute la partie commerciale, marketing, logistique. Voilà, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette structure et puis votre rôle au sein de ces deux entités? Très bien. Simplement, donc l'Alliance de vignerons Bourgogne-Beaujolais est une union commerciale de 5 caves coopératives en Mâconnais et Beaujolais, qui a intégré maintenant, il y a une dizaine d'années, la Compagnie de Burgundie, intégrant donc 2 partenaires qui sont la cave de Buxier et de Baye-la-Pierre, dans la côte chalonnaise et le Grand Auxerrois. Et en fait, c'est une union commerciale qui intègre les moyens commerciaux, marketing et nouvellement aussi logistique, qui permet en fait de répondre au mieux aux attentes des consommateurs et surtout des partenaires professionnels, tandis que les caves coopératives, elles restent en fait à leur taille dans les bassins de production. L'union permet en fait de répondre au mieux en portant en fait une large gamme de produits de Bourgogne et de Beaujolais, avec plus de 50 appellations. Ok, et comment est-ce que ça s'organise tout ça? Parce que du coup, vous êtes répartis de manière assez large déjà sur le territoire de la Bourgogne. Et comment ça fonctionne Alors, très simplement, les caves sont donneuses d'ordre, puisque ce sont elles qui sont actionnaires de cette union commerciale. Donc, nous vendons l'ensemble de leurs vins et nous sommes leurs propres employés, donc leur bras armé, on va dire, commercial. L'idée, c'est qu'elles nous mettent à disposition les volumes dont elles ont besoin de commercialiser et à nous ensuite de trouver des solutions sur le marché pour pouvoir, en fait, on va dire, vendre leur production en France et à l'export, puisque notre aujourd'hui réseau commercial touche plus de 50 pays pour représenter ces 700 familles de vignerons coopérateurs sur le territoire bourguignon qui va de Lyon jusqu'à Auxerre sur l'intégralité de la Bourgogne, hors Côte d'Or et Chablisien. Alors, évidemment, on parlera de cet aspect logistique, commercial, etc. Mais du coup, comment ça fonctionne d'un point de vue, alors pas gouvernance, mais je veux dire, chaque cave reste indépendante, chaque coopérative garde, parce qu'on assiste quand même pas mal à un regroupement des opérateurs, et notamment des caves coopératives, qui ont quand même beaucoup tendance, dans différentes régions d'ailleurs, à fusionner. Mais c'est pas le cas ici, c'est pas une fusion, c'est autre chose encore. Il n'y a pas un modèle coopératif, mais plusieurs modèles en France. Il est vrai qu'il y a le modèle simple de la cave coopérative avec son président et son directeur, des unions ou des fusions ou des unions commerciales qui vont acheter et revendre pour les caves coopératives, on va dire productrices dans les bassins. Nous, on est un modèle un peu particulier où vraiment chaque cave reste son entité propre, sa production propre avec ses assemblées générales et ses producteurs, mais en fait, chacune met des volumes à disposition pour l'union commerciale qu'elles représentent et elles abondent au budget en fait à chaque fois que nous commercialisons les vins. L'argent retombe dans les caves, mais ensuite, pour un système de pour et pour compte, mais par ensuite, les producteurs abondent dans des assemblées générales et des conseils d'administration au budget commercial avec une clé de répartition assez équilibrée et juste.
OK. Alors justement, vous disiez tout à l'heure, que vous aviez intégré du coup les aspects, marketing, commerce, logistique récemment. Et c'est vrai qu'on constate quand même que de plus en plus sur le marché, la différenciation, vis-à-vis, des interlocuteurs, des acheteurs ne se fait de moins en moins par le produit. C'est-à-dire qu'on le évidemment la qualité produit est importante, mais je dirais que c'est presque un prérequis. Et ce qui va faire aujourd'hui, la différence pour un certain nombre d'acteurs et d'acheteurs sur le marché, c'est l'exécution, c'est le service, c'est la capacité, à être réactif, à proposer des solutions logistiques, concrètes. Comment est-ce que vous en êtes arrivé là du coup? J'imagine que vous avez fait, le même constat que nous, peut-être même plus tôt. Et comment ça s'est mis en place, tout ça? Bah, justement, c'était une intuition, on va dire, une vision des producteurs de se rendre compte qu'ils étaient limités par rapport à leur taille, puisque nous sommes des petites caves coopératives en Bourgogne et en Beaujolais. Et vu la limite en fait de leur périmètre de production, elles ont décidé de s'allier ensemble pour essayer de porter mieux sur les marchés. Donc, en fait, en réponse à cela, nous avons, par cette organisation, une profondeur de gamme plus importante qui répond aujourd'hui aux attentes des partenaires professionnels. Et aussi, grâce à cette logistique, cette force logistique, ça nous permet, nous, d'avoir un seul point d'enlèvement, une seule facturation pour l'ensemble des 50 appellations et des millions de bouteilles que nous commercialisons. Ce qui donne en fait une force commerciale et une offre un peu segmentante dans une région viticole qui est assez petite finalement par rapport à la taille des bassins de production française. Alors pour qu'on se rende compte un peu, de quoi on parle, est-ce que vous auriez quelques chiffres clés à nous donner, d'ordre de volume, de nombre de producteurs, de voilà? Alors donc l'Alliance de vignerons Bourgogne-Beaujolais, c'est 450 familles de vignerons coopérateurs pour un volume maximum de 10 millions de bouteilles. Et la compagnie de Burgundy totale, donc là où je suis membre du directoire, nous sommes à peu près, nous pouvons commercialiser jusqu'à 20 millions de bouteilles sur la région Bourgogne-Beaujolais, avec 700 à 800 familles de vignerons coopérateurs sur l'ensemble du territoire. Avec une raison d'être pour notre union commerciale, c'est de pérenniser la prochaine génération de vignerons sur le territoire, donc pérenniser le vignoble. Et pour cela, il nous faut une promesse, et la promesse est simple, c'est en fait de répondre, d'offrir le meilleur rapport prix-plaisir dans nos sous-régions viticoles, que ce soit le Mâconnais, le Beaujolais, au niveau du consommateur, en construisant la désirabilité de nos produits par les qualités, par la montée en gamme, on va dire, et qualitative, et de l'image de marque et de l'expérience client, et à la fin, pour consolider, conforter notre communauté de consommateurs. Alors effectivement, vous parlez de ratio prix-plaisir, d'expérience client. La Bourgogne est aujourd'hui, une des régions, pour ne pas dire la région peut-être, qui produit les vins les plus chers, en France, si ce n'est pas, au monde. Est-ce que vous n'avez pas peur quelque part qu'à un moment donné, alors même si vous avez une répartition qui est quand même très large sur le territoire de la Bourgogne, mais que cette image de la Bourgogne qui s'est très largement premiumisée, finalement arrive un peu à, comme l'éclatement d'une bulle, de celle qui a pu y avoir autour des grands crus de Bordeaux, parce qu'on a quand même des professionnels, des acheteurs, qui soient consommateurs particuliers ou, et du coup, bah, par voie de conséquence, professionnels, qui commencent un peu à bouder la Bourgogne en disant que ce ne sont pas des produits de rotation, que ça coûte évidemment cher à l'achat, qu'il y a de moins en moins de consommateurs pour ce type de produit. Comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cela et quelle est votre vision à vous, votre position sur cette image de la Bourgogne? Alors, je dirais que là, il y a plusieurs Bourgognes, simplement. C'est qu'il y a la Bourgogne qu'on peut intégrer comme la Côte d'Or ou le Chablisien, qui sont des marchés un petit peu à part dans le milieu bourguignon, surtout la Côte d'Or, on rentre très rapidement dans des marchés qui peuvent être dits spéculatifs. On va avoir des fortes appétences pour des productions très réduites. Et il y a une autre Bourgogne, qui est celle plus là où nous sommes positionnés, qui soit le Mâconnais, la Côte chalonnaise, le Grand Auxerrois, mais aussi le Beaujolais quand on intègre la grande Bourgogne viticole, qui en fait ont encore des prix complètement accessibles en fait pour la Bourgogne. Donc il est vrai que dans notre marché à nous qui est un peu plus, qui est plus accessible, il y a en fait une réalité, ce sont toujours ça va, la force de nos caves, c'est d'être des caves qui ont les clés d'entrée de la Bourgogne. Nous sommes sur des marchés d'entrée et de milieu de gamme pour le milieu bourguignon, qui est déjà un marché déjà un peu élevé par rapport à la moyenne française dans la viticulture, mais ces clés d'entrée qui peuvent être des appellations type Bourgogne Chardonnay, Bourgogne Aligoté, Bourgogne Pinot Noir, euh, permettent en fait d'attirer le consommateur pour rentrer dans la compréhension des vins bourguignons avant de monter en gamme. Parallèlement à cela, donc ça c'est la force finalement de nos caves, parallèlement à cela, nous restons très alertes sur
quels sont nos prix de vente consommateurs. C'est-à-dire que chaque marché, peu importe, part sur les petits vignerons de Côte d'Orient ou sur nos structures, nous avons un prix de vente consommateur limite, c'est l'acceptabilité en fait du prix du consommateur avec des tailles de volume, des bulles de marché qui nous permettent de savoir si nous la dépassons, finalement, nous sortons du marché et donc là, nous perdons notre consommateur et notre communauté. Donc le but, c'est vraiment de construire cette désignalité, cette image de marque pour faire accepter aux consommateurs de continuer d'acheter au prix qui nous permet à nous, en coopérative, de rémunérer correctement le producteur, mais sans trop le dépasser, sinon nous le perdons et donc nous sommes obligés de reconstruire vers de nouveaux marchés. Alors justement, vous parlez d'expérience, désirabilité, travail autour de la marque, enfin, du coup, voilà, de rapprocher le consommateur de ces vins de Bourgogne. Comment vous faites concrètement? Parce que il y a quand même, pour la très grande majorité des consommateurs, cette image générale de la Bourgogne, parce qu'évidemment, c'est un territoire qui est assez étendu entre le nord, tout au nord de la Bourgogne et le sud-sud de la Bourgogne. Donc, mais il y a quand même cette image globale sur, voilà, c'est un vignoble qui est positionné très premium, avec des prix de plus en plus difficiles d'accès, etc. Comment on fait pour construire cette désirabilité et cette image de marque sans pâtir quelque part de cet effet, si c'est moins cher, est-ce que ça veut pas dire que c'est une qualité inférieure? Alors, nos caves ont, comme je le disais, essayé d'avoir le meilleur rapport prix-plaisir et pour cela, il nous a fallu ne pas forcément être le moins disant dans notre milieu bourguignon, dirons-nous. En revanche, pour construire, il faut déjà avoir cette volonté. Donc, c'est une stratégie long terme, déjà, avoir une forme de constance et dans la construction de la qualité des vins et dans l'amélioration de celle-ci dans les années suivantes. Et ensuite, une construction dans l'offre produit globale, c'est-à-dire intégrant le service logistique, intégrant le marketing, créer des solutions clés en main pour nos partenaires professionnels permettant de répondre eux-mêmes à leurs aspirations et aux demandes de leurs consommateurs. Tout cela, en fait, se construit avec le temps pour continuer de construire tout en quand les consommateurs finaux viennent finalement après dans nos bassins pour acheter dans nos magasins, retrouvent une expérience client qui leur permet de continuer de valider, on va dire, l'offre que nous essayons de proposer. Alors, dans une interview qu'on a réalisée, il y a un petit moment maintenant, mais avec, Gérard Bertrand, il nous parlait du dernier mètre qui est finalement, le plus difficile. Alors j'entends, évidemment le travail sur, le positionnement prix et sur, l'expérience, client, donc que j'entends être l'expérience de dégustation, sur ce fameux ratio prix-plaisir. Comment on fait pour gagner ce fameux dernier mètre, qui est en fait celui qui va amener le consommateur jusqu'à l'achat? Quelles sont, quelles sont les stratégies de communication ou de marketing que vous mettez en place, pour communiquer autour de ces marques? Alors, il peut y avoir, plusieurs axes parce qu'on reste quand même aujourd'hui dans un monde où, l'omnicanal est vraiment présent, donc il faut que nous soyons cohérents et avec nos marques que nous présentons sur le réseau professionnel et la communication qu'on peut avoir avec la clientèle finale. Déjà, la région Bourgogne est une vraie force, un avantage, c'est qu'elle est sur un axe de communication où il y a beaucoup de passages de consommateurs qui viennent, une région touristique qui fait entre le nord et le sud de l'Europe, qui fait qu'en fait, il y a déjà une partie des consommateurs qui connaissent ces régions quand ils sont adeptes du produit bourguignon. Ensuite, dans notre stratégie globale, on met en place des marques que nous construisons, petit à petit dans son image, entre le travail bien sûr packaging, mais aussi sur l'offre, comme je disais, avec des solutions clés en main. J'entends des solutions en trade marketing qui permettent de répondre, aux attentes de nos partenaires professionnels pour être mieux positionnés dans les rayons, tout en respectant aussi au mieux les prix de vente consommateurs et parallèlement à cela, dans cette désirabilité globale, on essaye aussi de communiquer à travers différents outils, vers notre clientèle finale. Il y avait l'exemple, en tête, que je peux avoir avec, l'entreprise Vivino, application que je trouve pertinente. Alors, je n'ai moi-même pas d'action chez Vivino, mais, en fait, c'est un basculement où on a vraiment ces relations de peer to peer, où, les gens, quand ils sont dans un rayon de grande distribution, ne trouvent finalement qu'un mur de vin sans avoir, la connaissance en face, quand le service n'est pas conseillé, comme chez un caviste. À partir de là, il faut bien trouver des clés, qui soient en dehors des appellations. L'appellation aide, bien entendu, mais pour construire la marque à côté et ces outils-là, par exemple, si on les utilise correctement, peuvent nous permettre de consolider notre base de consommateurs et de leur permettre, d'acter
l'achat par rapport à un autre producteur. Donc vous êtes principalement aujourd'hui, distribué dans quel type de réseau? Est-ce que c'est, très majoritairement la GMS ou pas uniquement? Et comment est-ce que ça se répartit, Alors nous, pour cette catégorie produits? alors nous avons un portefeuille, assez, je dirais, équilibré entre la France et l'export. Comme je disais, nous sommes dans une cinquantaine de pays avec, un bon tiers de notre commercialisation à l'export, mais qui continue de grandir. La majorité, on a une majorité de nos vins encore, présents en supermarché, dans les supermarchés français et internationaux, puisque nous produisons quand même des millions de bouteilles, donc nous sommes obligés aussi le réseau, supermarché est un réseau en fait qui correspond à la majorité aussi encore de la distribution et la consommation des vins. Et nous continuons de construire notre clientèle à côté, chez les cavistes, hôtels, restaurants, mais aussi en e-commerce pour, développer ce canal. Alors quand on parle du modèle, coopératif, historiquement, on a quand même à l'esprit un modèle, de volume, qui est, quand même, la coopération, a permis aussi, de voilà, d'alimenter le marché sur les volumes de vin, conséquents qu'un producteur seul, n'était pas capable de produire. Hem Et donc, quand on regarde un peu le marché, les évolutions, aussi des modes de consommation, alors on parle à l'instant de la GMS, mais ce sont quand même ces marchés de volume, en tout cas de mass market et alors pour le coup, c'est plutôt, les vins d'entrée de gamme, mais qui reculent le plus sur, les volumes de consommation. Comment est-ce qu'on fait quand on est un modèle coopératif? Même si bon, vous, c'est un peu particulier, vous avez plusieurs caves, donc vous avez plusieurs marques, vous êtes situés à différents, endroits aussi géographiques, donc plusieurs catégories d'appellations, donc plusieurs catégories produits. Mais quand on est un modèle coopératif, comment on fait, du coup, pour sortir de ce challenge volume versus valeur et réussir à créer de la valeur, créer une valorisation, une préférence de marque autour de ces vins sur le modèle coopératif? Alors, il est vrai que les modèles coopératifs historiques étaient plutôt vraqueuses, elles vendaient, des volumes en vrac à des metteurs en marché, négociants. Heu, Certains ont dû passer par les étapes de marques de distributeurs, qui sont des marques, tout à fait, Mmh. cohérentes, avant de construire leur propre marque, puisque ça prend des années, sachant qu'il y avait des acteurs, concurrents, négociants qui étaient déjà en place. Donc, il a fallu, construire tout cela et il faut encore le construire pour celles qui veulent s'engager dans cette stratégie. La construction de valeur et de marque prend du temps. C'est de l'investissement dans les volumes de vin qui sont commercialisés. L'idée, c'est que déjà, il est vrai que pour nous, la Bourgogne, ce qui est un peu un monde à part, nous le reconnaissons par rapport même, aux autres caves qui sont des appellations peut-être moins, désirées, collectivement, j'entends par, le marché. Heu, on travaille pour être sûr d'avoir encore une très bonne buvabilité de nos vins et parallèlement une construction de la marque qui se fait par cette image que nous continuons de construire avec, cette offre, on va dire, large dans notre portefeuille. Par exemple, un exemple très concret, la marque La Burundie qui est notre marque, nous phare, l'offre derrière était de dire que nous proposions un vin avec un prix juste pour le producteur, mais avec, une qualité, digne pour la Bourgogne. L'idée, c'est que derrière cette construction-là, hem, pour les caves qui, on va dire, n'ont pas forcément des appellations qui peuvent porter cette désirabilité, collective, ce qu'on peut avoir, c'est, un autre monde, on va dire, dans le monde du vin qui est apparu, qui est la boissonnisation, on va dire, du marché. On le voit, c'est-à-dire que nous, on est encore dans une stratégie de, territorialisation, on va dire, de notre marketing. On porte les terroirs, qui sont les grandes appellations, de bourguignon et beaujolais, là où, quand on n'a pas cette, chance d'appellation, des caves coopératives qui existent dans le sud de la France qui sont novatrices à ce niveau-là, portent, de nouveaux projets, de nouveaux formats, ou alors des produits, vraiment, portés sur, cette fraîcheur et cette convivialité qui va décorréler, mais qui va leur permettre de trouver des débouchés commerciaux, pour construire elles-mêmes leur propre marque. Alors justement, vous parlez, typologie produit, buvabilité et cetera. C'est vrai que quand on parle de volume aujourd'hui sur le marché du vin, c'est il y a un côté un peu,
péjoratif où on se dit si c'est pour faire du volume, c'est nécessairement pour faire la qualité moindre. Mais est-ce que ce levier de volume ne pourrait pas être une chance finalement pour ce modèle coopératif de s'adapter à ces nouveaux usages de consommation et pourquoi pas à des nouvelles catégories boissons? Alors je sais que la Bourgogne est encore très traditionnelle et que le principal argument de valorisation aujourd'hui, ça reste l'appellation et donc ce découpage et ce maillage territorial. Mais est-ce que demain, par exemple, alors peut-être pas pour la Bourgogne, mais sur le modèle coopératif en général, on pourrait pas réutiliser ces volumes pour réfléchir à de nouvelles catégories de boissons, de nouveaux formats, pourquoi pas des nolos, ou des boissons à base de raisins, sans parler même de désalcoolisation. Est-ce que ce volume peut devenir un levier pour demain, pour ces modèles coopératifs? Alors tout à fait, les volumes, sont quand même une clé dans le sourcing, on va dire, des appellations qui permettent, comme je disais, tout à l'heure, d'être une clé d'entrée déjà pour des consommateurs de découvrir des territoires définis. Nous-mêmes, en fait, en Bourgogne, nous réfléchissons à ces changements de consommation ou en tout cas cette boissonisation. Un des exemples qui est historique même de Bourgogne était le kir, qui était un éligoté issu d'un vin éligoté où nous rajoutions une liqueur dedans. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un monde complètement fermé dans notre région. Nous restons ouverts pour essayer de trouver des solutions qui répondent aux tendances de mixologie, même à des plus faibles degrés. On connaît tous le bag-in-box, la canette, mais c'est vrai que certains formats ne répondent pas l'exigence de valorisation dans le petit vignoble que nous sommes. Euh, En parallèle, il est vrai que la limite, par exemple, du no-alcool pose une vraie question pour nous, étant donné que ça nous pousse à sortir des cahiers des charges des appellations, parce qu'il y a un degré qui est obligatoire. Et donc, à partir de là, pour nous, pour le moment, en tout cas, c'est des axes dans lesquels on ne peut pas rentrer spécifiquement, étant donné que nous préférons encore porter nos appellations et nos territoires dans nos marques. Quelles sont pour vous, dans ces cas-là, les grandes tendances ou les grandes évolutions que vous voyez arriver pour ce modèle coopératif que vous défendez spécifiquement à la Bourgogne sur une éventuelle évolution des catégories produits ou ou des catégories vins que vous proposez sur le marché? Alors, déjà, on voit que cette buvabilité qui a fait une partie de la force bourguignonne, puisque finalement, le dérèglement climatique que nous subissons tous, on peut observer des meilleures maturités de raisins, des meilleurs équilibres généraux dans les profils produits, qui nous a permis aussi de capter une nouvelle partie de consommateurs. Ça, c'est un point qui est vraiment essentiel pour nous, sachant qu'en plus, nous sommes rentrés dans un monde du cépage par rapport à un monde des territoires. Et l'avantage de la force encore de la Bourgogne était que le chardonnay et le pinot noir étaient portés, même s'il y a encore deux autres cépages derrière qui sont la ligotée et le gamay, qui méritent encore d'être mis en avant. Parallèlement à cela, nous réfléchissons à que ce soit dans les formats ou même dans des offres qui resteront des offres niches pour le moment, puisque ce n'est pas forcément encore l'appétence du consommateur de venir chercher ces profils, mais nous ne refusons pas de réfléchir à de nouveaux formats dans les bouteilles, quitte à rajouter une mixologie, on va dire, dans les profils, dans les produits que nous proposons, mais qui pour le moment répondent à une niche, étant donné que ce n'est pas exactement ce que le consommateur vient chercher dans les vins de Bourgogne aujourd'hui. Donc c'est vrai que notre marché est beaucoup plus, on va dire, traditionnel que dans d'autres régions viticoles. Le Beaujolais, en l'occurrence, qui lui fait partie, comme 3 des 7 caves de notre union, et sont dans le Beaujolais. Le marketing est beaucoup plus large, les offres produits peuvent être beaucoup plus souples, étant donné la perception que le consommateur a vis-à-vis de cette région viticole. Alors, on parle perception de consommateur, il y a aussi la perception des acheteurs professionnels, qui est pas toujours évidente ou en tout cas claire sur le modèle coopératif. Même parmi les acheteurs professionnels, qu'ils soient cavistes ou restaurateurs, hôteliers. Euh, alors même que la coopération est un modèle historique de la filière viticole, c'est pas toujours un modèle qui est bien compris, qui souffre encore parfois d'une image voilà, de volume, de qualité moindre. Comment est-ce que vous faites dans vos relations commerciales aujourd'hui pour dépasser cette incompréhension du modèle
et pour générer la confiance et de la crédibilité sur vos marchés, sur ces différentes catégories vins et sur le modèle que vous défendez? Il est vrai que le modèle coopératif n'était historiquement pas un metteur en marché, donc il avait cette décorrélation d'image vis-à-vis de ses partenaires professionnels. Pour les acheteurs, on va dire plutôt volumiques, c'est-à-dire les réseaux de grande distribution, le modèle coopératif reste quand même une solution clé, pour des questions de sourcing, de taille de marché. Pour les partenaires professionnels qui sont, plus, spécifiques, heu, la première clé de toute façon restera la qualité du produit. La qualité du vin, l'équilibre, par rapport à, une appellation, une recherche que l'acheteur peut avoir. Après, dans notre modèle, le fait que par exemple dans l'outil logistique que nous avons, de pouvoir avoir une plateforme unique, une seule facturation, un profil, on va dire une large gamme de produits proposés sur l'ensemble du territoire bourguignon, et le fait qu'en moins de 48 heures, on est capable de mettre à disposition, pardon, chez un caviste dans toute la France métropolitaine, un vin par rapport à d'autres concurrents, de notre région, fait que pour un caviste, l'intérêt commence à être multiple. Il est d'avoir les appellations souhaitées avec des caves qui connaissent la constance de ses qualités, et en plus d'avoir un service, logistique qui leur permet de pouvoir en fait faire porter une partie de la trésorerie chez nous, étant donné qu'ils commanderont au dernier moment, et d'avoir en plus une réactivité, commerciale qui est assez pertinente. Donc à ce moment-là, on va dire que nous ajoutons dans l'offre produit l'intégralité des chaînes de valeur qui permettent en fait d'avoir une offre claire par rapport à demander par rapport à cette, typicité de partenaire professionnel. Alors justement, c'est vrai que la logistique, l'exécution, le service en général, c'est une vraie valeur ajoutée, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé par les professionnels. Vous qui êtes quand même très largement présent, sur les circuits, de distribution, y compris dans 50 pays, quelles sont les grandes évolutions que vous avez vues de la part, de vos partenaires, metteurs en marché, acheteurs professionnels? Est-ce qu'il y a eu des évolutions, des attentes, des besoins? Et si oui, quelles sont-elles et comment vous y répondez? Alors, une des grandes attentes, qui est parfois, exprimée, parfois pas tout à fait, mais qui est réelle de nos partenaires professionnels, c'est d'apporter des solutions clés en main. Et Mmh. ça, je pense que simplement de proposer un produit aujourd'hui, même pour des producteurs, classiques, de différentes tailles, ne suffit parfois plus. C'est-à-dire que d'apporter une solution clé en main avec, on peut dire pour des réseaux de grande distribution, des opérations spécifiques, ça peut être pour des réseaux de cavistes, un accompagnement avec nos commerciaux sur le terrain pour des animations. Tout cela, en fait, répond dans la globalité à ces attentes de construction de l'image de marque et de l'expérience client finale, qui permettra à ce que nous fassions finalement la différence par rapport à d'autres concurrents. Et là, on voit quand même une forme d'aspiration de ces partenaires. En tout cas, nos partenaires sont, on essaie d'être au mieux à ce niveau-là, mais le plus satisfait possible, par rapport à ces solutions clés en main. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas le temps, en fait, de répondre à un consommateur qui a évolué, qui est beaucoup plus impatient, on va dire, vis-à-vis de recevoir, son offre spécifique, et avec en plus ce paradoxe assumé de vouloir un peu, tout et tout et son contraire en même temps. Par contre, il est réel, au-delà de ces solutions clés en main, le fait que nous soyons distribués, qu'on trouve nos produits, dans les différents réseaux, permet en plus et d'avoir une visibilité, et que le consommateur soit satisfait puisqu'il arrive à le retrouver sur différents canaux. Alors effectivement, nous on dit souvent que ce qui fait le succès d'une marque, c'est le ratio entre, la place qu'elle occupe dans l'esprit des consommateurs et sa disponibilité commerciale. Vous pouvez faire des campagnes, de communication, et de marketing grand public, et mass market. Si derrière on ne sait pas où trouver votre vin, ce qui est quand même souvent la très grande, la plus grosse difficulté, hein, c'est quand même un coup d'épée, dans l'eau, et à l'inverse, vous pouvez être distribué partout. Si personne ne vous connaît ou personne ne vous reconnaît, c'est quand même, une difficulté aussi supplémentaire. Mais est-ce qu'il y a, alors d'abord je partage évidemment, le constat que vous faites, et je pense que, pour moi, les leviers de croissance pour la filière, demain, se situeront aussi sur cette capacité à répondre aux enjeux business, donc de rotation, de valorisation, produit,
pour ces acheteurs professionnels, parce que la situation qu'on connaît aujourd'hui sur le marché du vin, ce n'est pas que la faute des commerciaux. Ce n'est pas, voilà, je pense qu'il n'y a pas que la production qui a sa part de responsabilité. Les acheteurs eux-mêmes souffrent en partie d'un certain nombre de mauvaises décisions de gestion et d'achat qu'ils ont pu faire par le passé. Et donc aujourd'hui, avec des stocks qui n'arrivent pas à valoriser, avec des produits dont ils n'arrivent pas à travailler la rotation, etc. Donc je pense qu'effectivement, l'enjeu, ce sera vraiment de leur apporter des clés concrètes sur comment valoriser nos produits et comment réduire en fait ce qu'on appelle le time to value, c'est-à-dire le temps qui va s'écouler entre le moment où l'acheteur professionnel va acheter vos produits et le moment où il va les revendre. Et ça demande plus que simplement présenter une fiche technique. Est-ce que c'est des évolutions que vous voyez qu'en France, ou est-ce que il y a aussi ces évolutions dans les modèles de distribution et les demandes des acheteurs professionnels, des choses que vous voyez à l'étranger, et est-ce qu'il y a des disparités en fonction des produits, en fonction des pays, pardon? Oui, tout à fait. Cette demande, en fait, évolue avec le temps et plus nous, on va dire, rentrons dans la complexité du monde mondialisé que nous connaissons, mais avec les nuances de pays par pays, plus nous voyons derrière cette différence de culture, les appétences, les besoins qui se retrouvent plus ou moins similaires. C'est-à-dire que les marchés évoluent avec leur rythme propre, mais derrière, il y aura toujours la demande d'une présence, d'un visage, d'une projection, on va dire, jusqu'au vignoble de la bouteille qui sera consommée. À un moment donné, la plupart de nos partenaires professionnels à l'export ont cette attente d'avoir une communication qui peuvent être, comme nous connaissons les plus classiques, via les journalistes, via la presse spécialisée, des reconnaissances, on va dire, dans le monde professionnel, mais in fine, après, avoir aussi des échanges plus personnels avec notre réseau de commercial, pardon, ou alors avec, on va dire, des producteurs en direct. Alors, justement, on parle de presse, on parle de tous ces systèmes traditionnels, je dirais, de communication autour du vin, qui sont beaucoup liés aussi au fait que pendant longtemps, on a considéré qu'il fallait éduquer les consommateurs au vin, et ça passait par un intermédiaire qui était soit le sommelier, soit le journaliste, le critique. Est-ce que vous pensez qu'il y a encore un réel intérêt, ou est-ce que vous pensez que c'est encore ce que les consommateurs attendent, d'avoir cet avis d'expert sans lequel ils ne seraient capables de se positionner sur l'achat d'un vin, ou de savoir comment est-ce que ça peut être dégusté? Alors, je dirais qu'en fait, le modèle un peu monolithique, comme on a pu le connaître avec à l'époque de Parker, a été fortement érodé en 25 ans, en 30 ans, avec une nouvelle génération de consommateurs curieux qui vont aller chercher des vins, on va dire, nouveaux, ou des vins avec plus de modernité dans le style. L'idée, c'est qu'en fait, je pense on a encore besoin, et largement, de cette presse spécialisée, de ces garde-fous, on pourrait dire, dans le milieu professionnel, qui apportent aussi une certaine, on espère, une clarification, en tout cas certains codes qui sont propres à l'univers du vin, mais il n'empêche que ça ne suffit plus pour répondre à ce que le consommateur de demain attend. Quand on regarde la communication aujourd'hui dans le monde du vin, on parlait de Vivino tout à l'heure, on regardait les communications d'Emile Codens après, sur TikTok après la période de Covid, ou pendant la période de Covid exactement. On voit bien que le consommateur a besoin s'approprier avec ses propres codes cet univers qui est assez complexe. On le sait, c'est un univers qui est très atomisé, qui est extrêmement technique, dans lequel nous-mêmes, en fait, c'est à nous de devoir simplifier l'offre au maximum pour qu'il soit compréhensible avec les canaux du consommateur de demain. Et ça, c'est un vrai travail de la filière, généralement des mondes coopératifs encore plus, pour pouvoir en fait passer d'une économie de l'offre, on va dire, à une économie de marché complète. Et pour cela, c'est vrai que la viticulture était une des dernières filières, une rare filière, à être restée très fortement ancrée encore sur la logique de production, alors que c'est à nous de nous former aussi pour parler aux consommateurs d'aujourd'hui et de demain. Et on sent encore qu'on a du mal à en sortir de cette logique de production quand même, parce que on parle beaucoup voilà, de la production, on parle de l'amont, mais il y a finalement encore assez peu de connexions qui se font avec l'aval. Et bon, c'est vrai qu'on a
aussi peut-être volontairement, hein, complexifier le langage autour du vin. Mais le vin a-t-il vraiment conscience qu'il est en train de, enfin, qu'il est entré dans une économie mondiale de la boisson? C'est-à-dire que on a longtemps cru, et sans doute un certain nombre de professionnels pensent encore que le vin concurrence le vin. Alors maintenant, il y a un autre débat sur est-ce que le vin désalcoolisé concurrence le vin. Mais la réalité, c'est qu'en fait, le vin est concurrencé par les boissons, par les sodas, par les cocktails, par les spiritueux, par les ready to drink, voilà, c'est toute cette catégorie qui est en train de se réinventer. Et est-ce que vous pensez que les professionnels du vin ont bien compris cette entrée dans une mondialisation boisson? Ceux qui sont dans l'univers économique, on va dire, savent que le vin est une catégorie aujourd'hui des boissons comme une autre. Alors, c'est un peu difficile de l'entendre dans nous en tant que professionnels, c'est un peu plus la réalité quand même. On sait que on aura quand même plusieurs univers dans le monde du vin, c'est-à-dire l'univers de la boisson. Quand on entend vraiment vin boisson qui va se retrouver en concurrence directe, par exemple, avec la bière ou des spiritueux. La bière ayant gagné, on va dire, une bataille, mais pas forcément la guerre encore, dans l'univers des boissons, en gagnant la bataille de la fraîcheur et de la convivialité. Quand on regarde, nous, si je reporte vraiment dans notre modèle coopératif et notre modèle bourguignon, le Beaujolais, qui est un univers qui a eu ses dérives, qu'il est en train de corriger, en collectif, j'entends bien. On voit en fait que l'ADN même du Beaujolais avec son gamay, son cépage, est la fraîcheur et la convivialité, qui sont vraiment deux thèmes propres à notre région. Et donc, la bataille n'est pas forcément, la première a peut-être été perdue, mais elle est à reconquérir. Mais pour cela, à nous de faire les efforts pour pouvoir construire une offre qui connecte avec une vraie demande. Et il est vrai que par rapport à cet univers boisson, vous avez l'univers des territoires, des terroirs, où là, on va dire que on a aussi cette appétence du statutaire. On sait que quand on consomme un vin sur certains niveaux de prix, à partir de là, il faut attendre une reconnaissance de ses pairs, à tout niveau d'âge, même pour les jeunes consommateurs, on va dire, qui ont 25-30 ans, qui vont rentrer dans cet univers. Et à ce moment-là, forcément, il y aura d'autres codes à utiliser que ceux qui peuvent être dans les packaging, les formats beaucoup plus, on va dire, décodifiés par rapport à un univers qui avait besoin de se réinventer. Alors justement, vous parlez de format et de packaging. Je pense que c'est pas uniquement lié à la codification de cet univers vin, mais aussi aux évolutions des cas d'usage. Parce que quand on regarde en fait le vin aujourd'hui dans sa globalité et le vin de Bourgogne a fortiori, qui est quand même donc encore une fois hein, des vins premium, qui sont des vins de gastronomie. euh, Ce qu'on constate dans l'univers des boissons en général, c'est que euh, en fait, on a perdu en termes de cas d'usage sur le vin. Et que c'est probablement ce qui explique le mieux ce recul, en fait, en termes de volume et cette baisse de consommation. Je crois pas que la génération Z ou que les jeunes, ou même les millennials, enfin, je pense pas qu'il y ait un véritable désamour du vin parce qu'ils continuent à consommer de l'alcool par ailleurs. Donc, pour moi, le débat sur tout ce qui va être bien-être, sur le fait qu'ils refuseraient toute forme d'alcool, je pense que c'est pas la vérité. En revanche, on voit bien que quand on est sur un produit qui est historiquement packagé dans un format en verre 75 centilitres, qu'on va donc a priori pas consommer tout seul, qui se consomme plutôt traditionnellement à table, lors des repas, où le cas d'usage le plus classique, c'était les repas familiaux. Tout cela a quand même tendance à disparaître. Les gens vivent de plus en plus seuls. Ils sont de plus en plus nomades, ils passent de moins en moins de temps chez eux, de moins en moins de temps à table. Et donc, c'est là aussi où je pense que cette concurrence entre toutes les autres catégories de boissons et le vin est en train de se faire ressentir. Et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, y compris pour la Bourgogne, hein, qui est, même si bien sûr, on va pas réinventer et repositionner les grands vins de Bourgogne qui resteront des vins prestige, des vins de gastronomie, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre Bourgogne à inventer pour demain, qui pourrait s'adapter davantage à ces évolutions de cas d'usage qui, de toute façon, je veux dire, quand on regarde les chiffres sur le nombre de familles, enfin de foyers monopersones est de plus en plus important, et pas que en Europe, hein, c'est partout dans le monde. À un moment donné, il va bien falloir trouver des solutions pour s'adapter. Tout à fait. Moi, je vois dans ce que vous dites un cas très concret qui a été l'apparition du bag-in-box qui, en 25 ans, est passé de
pratiquement rien dans la présence en grande distribution, à plus de 50% aujourd'hui des volumes consommé et produit et présent dans la grande distribution, qui est en fait ce format-là. Pourquoi? Parce qu'elle répondait à cette fragmentation de la consommation, pour pas consommer une bouteille entière tout seul ou en couple en soirée. Donc on répond à cette diminution de la consommation, cette premiumisation et cette fragmentation. Il est vrai qu'en Bourgogne, enfin, dans nos caves, nous réfléchissons à tous les formats possibles. On a cette tendance aux États-Unis des hard seltzers qui sont présentes. On le sait, on avait regardé, nous étudions les formats de canettes, même si, comme je reviens, les positionnements prix risquent d'être trop élevés par rapport à ce que le marché pourrait accepter. Donc, à un moment, il y a aussi cette notion-là, mais les formats, les styles aussi évolueront. Donc, en plus des codes couleurs, puisque quand vous parliez du vin qui sont, on va dire, dans le repas traditionnel, c'était principalement le vin rouge. Aujourd'hui, la Bourgogne est quand même majoritairement un vignoble blanc, parce qu'elle est passée en 40 ans de 60% de production rouge, en fait, à 60% de production blanche, 10% de crémant de Bourgogne et 30% de rouge, avec à cause potentiellement des aléas climatiques et des clowns qui avaient été plantés il y a maintenant une quarantaine d'années, en fait, une réduction des rendements. Donc, en fait, elle manque pratiquement de rouge aujourd'hui, et cette région, le Beaujolais peut aider à compléter dans la logique de Grande Bourgogne viticole, étant donné que c'est un vignoble majoritairement en rouge. Mais dans cette logique-là, ces nouvelles couleurs déjà avaient permis d'apporter d'autres cas d'usage finalement par rapport à cette consommation très traditionnelle rouge de vin à table. Maintenant, oui, nous étudions nous-mêmes que ce soit les formats ou les typicités ou même potentiellement dans la mixologie, des produits qui permettront à la marge de pouvoir répondre à ces nouveaux consommateurs qui, une fois qu'ils sont rentrés dans cet univers-là, pourront ensuite basculer sur des consommations plus traditionnelles. Et comment c'est reçu tout ça par vos vignerons coopérateurs? Est-ce qu'ils sont favorables à l'apparition de ces nouvelles catégories? Parce que dans la façon dont vous êtes structuré, la façon dont vous fonctionnez aujourd'hui, même si j'ai bien compris que chacune des entités enfin, gardait son indépendance, avait ses marques propres, etc. Mais est-ce que vous avez quand même, voilà, est-ce que le modèle coopératif pourrait pas être un moteur de restructuration de la filière? Et si oui, comment ça se passe d'un point de vue gouvernance? Est-ce que les vignerons sont ouverts à cela? Parce que finalement, c'est vous qui avez l'expertise des marchés, c'est vous qui avez l'expérience de distribution, qui voyez aussi les évolutions des demandes, aussi bien consommateurs, mais comme les acheteurs professionnels. Est-ce que le message redescend correctement vers les vignerons, ou est-ce que c'est encore des sujets qui sont compliqués à aborder? Alors, je dirais le modèle coopératif est un modèle grande modernité, d'une grande modernité, même si elle a été inventée il y a quand même maintenant un temps certain. La réalité, c'est que c'est un modèle qui est assez démocratique et très moderne dans sa façon de fonctionner. Oui, il y aura toujours une base de production. Les producteurs devront livrer les raisins qui n'ont pas forcément cette technicité, étant donné qu'ils nous emploient pour pouvoir apporter cette connaissance que nous recevons du marché. Ensuite, il y a des réelles discussions stratégiques avec la production pour être sûr que de l'autre côté, nous soyons en phase, c'est-à-dire sur les faisabilités et sur la pertinence pour pouvoir pérenniser, comme on en revient, la raison d'être de nos caves, qui est à dire pérenniser le vignoble avec une nouvelle génération de producteurs dans nos caves. Donc pour cela, à un moment ou un autre, il peut y avoir des discussions qui sont plus ou moins faciles, mais in fine, dans nos caves qui ont maintenant une culture de la bouteille, une culture de la commercialisation qui est de plus en plus intégrée, euh, prennent vraiment plus en considération l'aspiration des consommateurs et la demande marché. Et il est vrai que quand nous avons peut-être des modèles coopératifs qui sont très axés encore à vouloir livrer en vrac à des partenaires négociants, ils n'auront pas forcément cette culture qui leur permettra de basculer. Il faudra du temps. Nos caves ont 30 à 40 années de commercialisation derrière elles, donc ont su s'adapter et continueront, on fera notre mieux à ce niveau-là pour continuer de s'adapter aux attentes marché et dans notre réseau professionnel. Est-ce que c'est un des principaux challenges du modèle coopératif,
sa forme de gouvernance? Parce que c'est vrai que quand on est une entreprise, quand on est une marque de négoce, par exemple, et que, on perçoit, des évolutions de marché, des nouvelles demandes sur des nouvelles catégories produits, les décisions sont prises, je dirais, plus facilement, parce que, sur la partie production, on n'a pas besoin d'avoir, l'aval, de ceux qui gèrent la partie amont. Ça se passe au niveau des directions marketing, des directions commerciales. Comment on fait quand on est une coopérative où finalement on a un fonctionnement, qui n'est plus du tout, uniquement, lié à la production, hein? Vous êtes plus du tout uniquement un outil de production, mais c'est un outil global qui intègre plein d'autres choses, le marketing, le commerce et cetera, on l'a dit. Comment on fait quand on a les règles de gouvernance d'une coopérative et qu'on fonctionne presque comme une ETI? La réalité, c'est que, le modèle coopératif est un défi potentiellement dans l'économie moderne, mais en fait est surtout une grande force, étant donné que par ces décisions collectives et discutées en interne, cela permet une fois que la conversion est effectuée, de monter en puissance assez rapidement. Il est vrai qu'il y a des discussions, des décisions qui doivent être prises de toute façon collaborative, mais qui vont prendre, on va dire, un certain temps pour être sûr d'être intégré complètement et accepté par l'ensemble de la cave. Mais par la suite, en fait, cette force, une fois qu'elle est déployée, va, se projeter vraiment dans les années et dans le temps. Et ça, on voit quand même que le modèle coopératif, est quand même né dans les crises. Il faut le dire, nous, nos caves ont entre 50 à un siècle d'histoire et à chaque fois, ce sont dans les crises que ces modèles se sont renforcés. Donc, ils vivront les prochaines crises, ils sauront survivre à ces crises. Quand j'entends parler de ces crises, il y a dans les différents modèles coopératifs, si vous avez, des fusions qui vont être faites, mais avec, des modèles qui ne sont pas forcément complètement pensés au niveau commercialisation après, ça ne répondra pas demain aux exigences, mais quand dans les modèles, on doit et adapter les produits et potentiellement se regrouper, ça répond en fait à une demande claire et à un modèle conscient, cohérent, commercial sur un long terme. Et à ce moment-là, dans l'organisation, une fois qu'elle est établie, pardon, elle peut se projeter sur, des années pour tenir, on va dire, au moment où les les tempêtes arrivent. OK. J'aurais une dernière question à vous poser. Quel est selon vous le principal défi, de la Bourgogne viticole, aujourd'hui? Et voilà, est-ce qu'il y a, voilà, pour vous des enjeux, majeurs qui sont en train de se dessiner, qui redécideront peut-être, demain, la Bourgogne, viticole? Et si oui, quels sont-ils? J'en verrai déjà 2 rapidement. Le premier, c'est sont le défi climatique. Comme tout vignoble aujourd'hui, nous avons subi, énormément de pertes de récoltes ces dernières années, qui ont eu aussi des impacts potentiellement, sur, les prix, donc ce qui a déstabilisé un peu les marchés, généraux de la Bourgogne. Ce défi climatique est un vrai enjeu, c'est-à-dire l'adaptation de notre vignoble à pour pérenniser, qui peuvent être sur les types de plantations, sur les types de clones, voire sur les types de cépages, même si c'est encore un tabou, on va dire, vu que nous avons fondé aussi notre réussite sur des grands cépages issus de cette région. Et le deuxième défi, je dirais, c'est on en revenait un petit peu sur ce qu'on disait au début, l'hubris, on va dire, le risque qui est toujours là, de dire, quand nous sommes au sommet, parce qu'aujourd'hui, il y a peu de régions viticoles hors Champagne qui est à ce niveau de valorisation collective, il y a toujours cette tendance à dire que nous avions raison, donc il n'y a pas de remise en cause possible. Heureusement, nous, dans notre modèle, on va dire, comme nous sommes dans les clés d'entrée, de la Bourgogne, nous sommes, peut-être moins, touchés par cet impact. Mais il est vrai que dans les grands crus bourguignons, il pourrait y avoir un risque, potentiellement de se détacher, de son consommateur ou de cette image qui a fait la force aussi de cette région. Eh ben, écoutez, merci beaucoup pour cet échange. Merci. C'était passionnant et puis j'espère que, voilà, le modèle coopératif, sera mieux compris par, les professionnels qui nous écoutent et qui continuera de séduire et peut-être participera aux transformations, du vignoble et du marché, du vin, de demain. Merci.